Voilà la perversion du général de Gaulle, qui a mis en place cette république, sachant pertinemment que ses héritiers étaient des êtres malveillants, sachant pertinemment quelle était la véritable nature de la scène politique de France à cette époque. Ce mec a mis la mise à l'envers à des gauchistes, et derrière, il arrive à la tête de l'État pour, en quelque sorte, donner les clés du pouvoir à cette caste qui n'avait juste qu'à patienter pour revenir au pouvoir. Pourquoi cet homme, à son départ en 69, ne s'est aucunement dit il faudrait peut-être qu'avant de partir, je retravaille la Constitution pour brider les personnes qui vont hériter de moi. Est-ce que les Français sont des adeptes du coup d'État? Non, les Français ne sont pas des adeptes du coup d'État. Les Français subissent la folie et la psychopathie de certains hommes. La France est un pays maudit. Hein. La France est un pays maudit. Depuis, tu prends 50 ans avant Jésus-Christ, bah, le peuple de base, les autochtones français, donc les Aquitains, les Avernes, les Celtes gaulois, eh bien, ils se font soumettre par des gens qui viennent d'ailleurs. Les Romains, ensuite les Germaniques, l'Église catholique de Rome. Ils font du vieux continent leur terrain de jeu. T'as un mec qui prend les territoires, il fait 3 enfants. Dès qu'il fait 3 enfants, il divise le royaume en 3. Alors le mec déjà de 1, pour réunir tout son royaume, il a dû tuer ses frères, tuer tous les concurrents. Dès qu'il meurt, il redivise le royaume en 3 pour répéter l'histoire. Donc, qu'il y ait d'ailleurs de nouvelles guerres entre les 3 frères qui eux aussi doivent se tuer pour savoir qui va contrôler tous les territoires. Et ça a été un terrain de jeu comme ça qui a duré jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que Otto von Bismarck est arrivé et qui a calmé les choses avec la guerre. Ouais, on va dire Bismarck, on va dire après Bismarck 98, 1898, 188, je crois, 98, je crois. Ça s'est un peu calmé. Mais durant toutes ces périodes, tu as des gens autochtones dans leur pays qui n'ont rien demandé. On leur a ramené des gens de l'étranger comme moi, ça a été forcé. Des gens de l'étranger sont venus leur dire que maintenant, ici, c'est notre territoire, on s'appelle les Francs. Ces gens, entre eux, se font des guerres en Autriche, avec les Vikings, dans les îles britanniques vierges. Ils sont là comme ça en train de se faire des guerres. Ils ont tous le même sang, ils contrôlent les territoires, ils contrôlent la France, l'Autriche, l'Espagne, et j'en passe. Et ensuite, même quand ça s'est calmé, tu as de nouveaux mecs qui reviennent avec leurs airs de grandeur, comme Napoléon, qui lui aussi a toujours rêvé d'être un Charlemagne. Déjà d'abord que Charlemagne, lui, il a rêvé d'être un Romain avec son Saint-Empire romain germanique. Napoléon, lui aussi, il a des airs de grandeur. Il veut aussi se prendre pour un empire, avec son cètre se prenant pour du coup l'empereur. Il a des airs de grandeur, il veut tout contrôler. Résultat des courses, la guerre, le sang, les caisses qui sont vides, exactement comme les 14. Tu as Charles de Gaulle qui est pareil. Lui aussi, il a les airs de grandeur, il veut remettre en place l'autorité. Résultat des courses, maintenant, aujourd'hui, la France est capturée par une classe. Alors, on ne parle plus d'un seul homme. On ne parle plus là maintenant d'un seul homme. On parle d'un groupe de personnes, les énarques. Donc, on passe de... Alors, en fait, c'est même pas ça. C'est que de base, on avait un groupe de psychopathes, les germaniques, qui ont foutu le bordel dans tout le continent, jusqu'à foutre le bordel dans le monde entier, parce que l'Empire britannique, c'est aussi des germaniques, des anglo-saxons. Ils ont foutu le bordel partout. Ça s'est réduit de telle sorte que maintenant, après, tu n'avais que quelques mecs qui avaient des airs de grandeur comme Napoléon. Voilà. Quoique, après, pour certains pays, ça n'a jamais changé parce que l'Angleterre, ça a toujours été un parlement de lords. Ça s'est un peu calmé. Et là, maintenant, rebelote. On retourne dans un paradigme où tu as des classes, où tu as des castes, tu as des groupes de personnes, comme les énarques en France. Et tu as les gens qui subissent ça. Ils le subissent. On leur impose des gens qui viennent d'ailleurs. On leur impose un paradigme qui n'était pas le leur de base. On leur impose de se soumettre à une religion. Les Bretons font la guerre face aux Romains face aux Romains avec Jules César. Il les soumet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que ces Bretons épousent la civilisation romaine. C'est une forme d'asservissement. La même chose avec les Gaulois. Et c'est comme ça tous les jours. Le paradigme du monde, comme ça, comme ça, comme ça. On soumet les gens, on soumet les gens, on soumet les gens. Et en réalité, la France, c'est un pays maudit
où des gens venus d'ailleurs ont toujours imposé un paradigme à des autochtones d'un pays. La France, comme tous les pays du monde. Tous les pays du monde. C'est incroyable. Que se passe-t-il avec la figure d'Emmanuel? Donc non, les Français ne sont pas des spécialistes du coup d'État. Non, les Français subissent des situations qu'ils n'ont jamais demandé depuis le début de leur existence. Et pas que les Français, les plus démunis de ce monde. Les Africains n'ont rien demandé. Les autochtones, je sais pas moi, les Ibériens, les Ibériens en Espagne n'ont rien demandé. Les Germaniques ont pris, les Goths ont pris possession du territoire. Comme les Berbères en Tunisie n'ont rien demandé. Les Phéniciens sont arrivés, ils ont foutu le bordel. Les Romains, ils ont foutu le bordel de partout. Les Francs ont foutu le bordel. Les Allemands ont foutu le bordel. Les Anglo-Saxons sont allés foutre le bordel chez les Bretons celtes. Donc non, les gens ne demandent pas des coups d'État. Les gens subissent une situation de la loi du plus fort est la meilleure. Donc de quel coup d'État on parle? Emmanuel Macron s'est déjà positionné à de multiples reprises sur son héritage, l'héritage dont il se revendique, qui est celui des Bonaparte et du général de Gaulle. Il avait donné une très très célèbre interview en 2017 lorsqu'il était candidat, où il parlait des moments napoléoniens et gauliens, et depuis un vide qu'il appelait à incarner, et il demandait aux Français de lui donner les suffrages pour ce faire. Donc il y a chez... Et ça, c'est une forme de perversion parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a aucune légitimité. Ou bien c'est peut-être parce qu'il sait qu'il n'a aucune légitimité qu'il joue à ce petit jeu. Parce qu'à l'époque de Napoléon, la légitimité de Napoléon était très contestée. Elle était acceptée par les républicains, mais elle n'était pas acceptée par le peuple qui, lui, était encore traumatisé de la Révolution française, un peuple qui avait encore foi au roi. Napoléon n'a jamais été légitime. D'accord. On parle aujourd'hui de Napoléon en bien parce que Napoléon, comme je le dis, était un républicain. Et on vit aujourd'hui dans le paradigme de la République. Donc, est-ce que Macron, quand il dit qu'il veut répéter, cette simulation gaulliste ou bonapartiste, c'est pervers. Mais dans cette perversion, est-ce qu'elle est perverse dans le sens où il sait pertinemment que comme Napoléon, il n'est pas légitime parce que 20% des Français n'ont pas voté pour lui, ou bien est-ce qu'elle est perverse parce qu'il sait pertinemment qu'il a moins de légitimité et de grandeur que Napoléon et que Charles de Gaulle, et qu'il sait pertinemment qu'il ne vaut pas le quart de ces hommes, parce que c'était peut-être des tarés, mais c'était des grands hommes. Et ça, en fait, c'est vraiment malaisant, quoi, parce qu'en fait, tu as tout un pays qui est en fait soumis à une perversion auto-personnelle, si je ne puis dire, d'un mec qui, quand tu le vois, tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le président Emmanuel Macron, une volonté forte de s'inscrire dans une tradition bonapartiste et gaulliste dite du coup d'État. Donc je pense que c'est le premier élément qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle de coup d'État. Il y a en effet une tradition très forte dans laquelle Emmanuel Macron cherche à s'inscrire de coup d'État en France. Mais est-ce que le coup d'État, une fois validé a posteriori par le vote de Français, est toujours un coup d'État? En tout cas, selon les mots de Bonaparte, à partir du moment où les Français ont ratifié le coup d'État, eh bien, comme il l'a dit, je ne suis sorti de la légalité que pour y rentrer immédiatement. Le vote des Français vient de m'absoudre. Cette constitution de la Ve République, elle a de très nombreuses particularités et la plus emblématique, peut-être, c'est celle de constitutionnaliser la dictature, de constitutionnaliser le coup d'État via l'article 16, qui est un article qui donne au président de la République les pleins pouvoirs qu'il peut exercer dans le domaine administratif, dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire. Ce sont des pouvoirs extrêmement étendus, sans aucun garde-fou, le seul garde-fou étant l'interdiction de dissoudre l'Assemblée nationale pendant cette période. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le recours à l'article 16 dans un arrêt très, très connu, Rubin de Servins. Il a considéré que ce recours à l'article 16 était un acte de gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas justiciable. Et voilà où est la perversion du général de Gaulle. Quand on parlait tout à l'heure de la perversion de Macron, on a parlé de la perversion de Napoléon. Voilà la perversion du général de Gaulle, qui a mis en place cette république, sachant pertinemment que ses héritiers étaient des êtres malveillants,
sachant pertinemment quelle était la véritable nature de la scène politique de France à cette époque. Ce mec a mis la mise à l'envers à des gauchistes, et derrière, il arrive à la tête de l'État pour, en quelque sorte, donner les clés au pouvoir à cette caste qui n'avait juste qu'à patienter pour revenir au pouvoir. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et elle est là, la perversion de De Gaulle. Parce que lui, dans son rêve de grandeur de remettre en place l'autorité française, pourquoi cet homme, à son départ en 69, ne s'est aucunement dit il faudrait peut-être qu'avant de partir, je retravaille la Constitution pour brider les personnes qui vont hériter de moi. Qui vont me suivre, excusez-moi, qui vont me succéder, pardon. On n'a pas attendu De Gaulle, on n'a pas attendu Macron pour voir que ça allait capoter. Hein. Dès Destin, là, avec cette loi qui interdisait à l'État de gérer sa monnaie, il y avait un problème. Ou bien même directement après la nationalisation de Mitterrand, de la Banque de France, qui a fait cadeau à Rothschild, il y a eu des problèmes. Elle est là, la perversion de De Gaulle. On peut imaginer que le Conseil constitutionnel suive en cela, dans une certaine mesure, la jurisprudence du Conseil d'État s'il devait être saisi à l'avenir. Ce qui est particulier dans cet article 16, c'est que contrairement à la dictature romaine, par exemple, dans l'article 16, c'est la même personne qui prend la décision de décréter l'état d'urgence ou les pleins pouvoirs, l'article 16, et qui s'octroie les pleins pouvoirs dans un même temps. Alors que dans les autres régimes parlementaires, premièrement, il n'y a pas d'équivalent de l'article 16 aussi étendu, mais surtout, il y a une différenciation entre l'organe chargé de décréter l'état d'urgence ou l'état d'exception et l'organe chargé de l'exécution, de la mise en œuvre des pleins pouvoirs. Et nous avons d'autres particularités de cette Constitution. La dissolution est une anomalie parmi les régimes parlementaires, en ce que dans la plupart des régimes parlementaires, pour ne pas dire l'intégralité des régimes parlementaires, c'est le Premier ministre qui dissout, même si nominalement ça peut être le chef de l'État, mais c'est le Premier ministre qui dissout, et il dissout avec parcimonie, étant donné que lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale, il remet son poste de Premier ministre en jeu, étant entendu qu'il est un parlementaire lui-même. Alors que le président de la République, lorsqu'il dissout l'Assemblée nationale en France, il ne remet pas en jeu son mandat de président. Et c'est là la grande anomalie de notre système, qu'il s'agisse des systèmes parlementaires, mais aussi des systèmes dits semi-présidentiels, c'est-à-dire les systèmes qui ressemblent plus à notre système, comme la Russie par exemple, où on a un président très puissant qui est élu directement par le peuple. Eh bien, cette dissolution n'est pas discrétionnaire. Et ensuite, dans les régimes présidentiels, alors là, il n'y a pas de dissolution du tout. Donc cette arme de la dissolution, l'article 12 de notre Constitution, c'est là que réside aussi une grande anomalie de notre Constitution qui, dans une certaine mesure, constitutionnalise une forme de pouvoir de coup de force donné au président de la République. Et d'ailleurs, toute notre histoire constitutionnelle, on pourrait la résumer en quelque sorte à l'histoire de la bataille du Parlement contre le droit de dissolution du monarque. Que ce soit après la Révolution française, à retirer au monarque le droit de dissolution, justement pour rompre avec l'Ancien Régime, et ensuite l'histoire des restaurations monarchiques a été l'histoire de la restauration du pouvoir de dissolution, remis en cause et contesté par le Parlement, jusqu'à ce que, in fine, la République s'impose sous la Troisième République avec la fin du droit de dissolution du chef de l'État. À l'époque, c'était en 1877. Et depuis, le pouvoir de dissolution est revenu en 1955 et puis surtout avec la Ve République en 1958. Donc ces deux articles-là, l'article 16 et l'article 12 de dissolution de l'Assemblée nationale, sont les deux moyens constitutionnels qu'a le président de la République pour imposer des coups de force. L'un, beaucoup plus dangereux, c'est l'article 16 que l'autre. Mais enfin, ces deux articles constitutionnalisent le coup de force. Donc nous avons déjà cette première caractéristique de notre Constitution qui est en elle-même une forme de coup d'État permanent, comme l'avait dit François Mitterrand. C'est un peu... sa présentation est... Ouais, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, quoi. Pourquoi ? Parce que, avec tout le respect que je dois à nos énarques, Louis XIV, même pas Henri IV,
d'Henri IV jusqu'à Louis XIV-XV, lorsqu'ils commencent à faire leur absolutisme, ils avaient une certaine légitimité vis-à-vis de leur seigneur et vis-à-vis de l'Église catholique de Rome. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine loyauté de soldats ou bien de personnes qui étaient prêts à donner leur vie pour le roi. Ils avaient une certaine légitimité, il y avait des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour le roi. C'est pour ça que l'absolutisme a marché de la même manière que l'Empire romain. Lorsque tu voulais devenir empereur de Rome, il te fallait juste avoir le salut de ton armée ou bien le salut des sénateurs, des anciens sénateurs. Parce que c'est République, Empire, les sénateurs, ils avaient moins de pouvoir. Napoléon, c'est pareil. Napoléon, lorsqu'il est devenu empereur, parce que Napoléon était un républicain qui a fait de l'interventionnisme républicain, lorsqu'il a été empereur et qu'il s'est mis à contrôler le clergé et la noblesse, il était quelque part encouragé par les républicains qui, eux d'ailleurs, convoitaient de libéraliser l'économie française depuis Louis XV. Il avait une certaine légitimité vis-à-vis de ces personnes. Il a installé sa Légion d'honneur pour derrière avoir le salut de ces personnes et donc du coup derrière avoir les armées pour aller faire toutes ces interventions qu'il a fait en Occident. Maintenant, la question. Charles de Gaulle, c'est pareil. Charles de Gaulle, demain, avec sa 5e République, s'il aurait appliqué l'article 16 ou 12, il aurait eu son armée, il aurait eu l'armée française, il aurait été fidèle. Du coup, il aurait été effectivement chef suprême. Maintenant, on pourrait se poser la question. C'est beau tout ça, article 16, article 12. Est-ce que vous pensez vraiment que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a la légitimité des armées ? Les armées chient sur Macron. Les flics chient sur Macron. Les flics continuent d'être là et de faire ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils sont infantilisés quelque part d'un point de vue libéral et capitaliste. On traficote l'inflation et on traficote le chômage de telle sorte que si tu ne te soumets pas, tu n'as plus de travail et t'es bloqué, quoi. Donc c'est juste pour cette unique et seule raison que ces personnes continuent d'intervenir au nom de l'État. Mais dans le fond, Macron et les énarques n'ont aucune légitimité face à ces personnes. Et je pense qu'ils savent pertinemment que c'est quelque part un point de rupture. Appliquer l'article 16 de la Constitution, je ne suis pas trop sûr qu'au final, les armées n'auront pas dire à Macron, bon écoute, c'est bon, c'est terminé. Déjà qu'avec Sarkozy, lorsqu'il a fait son interventionnisme en Libye, les généraux, les militaires lui ont dit, écoute, ne fais pas ça, tu vas faire un scandale. Depuis pas mal d'années, ces gens n'en peuvent plus de ces politiques qui ne comprennent même pas le paradigme géopolitique de la France vis-à-vis du monde. Donc, franchement, c'est bien l'article 16. Moi, je pense que les gens, ils sont un peu trop attachés, ils sont un peu trop dans l'émotion. Je pense qu'ils accordent un peu trop leur attention sur des choses auxquelles ils ne devraient absolument pas accorder leur attention, comme toutes les lubies de Macron, comme toutes les possibilités que pourrait avoir Macron, tout simplement parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire tout simplement parce que, dans le fond, il n'a pas la légitimité du peuple français, il n'a pas le respect du peuple français, et de toute façon, il ne peut pas faire aussi trop ce qu'il veut, parce que derrière, il y a l'Amérique et il y a l'Union européenne.